Bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de Dispute en Doom. On parle d'agriculture aujourd'hui. Comment le secteur agricole traverse-t-il la crise sanitaire actuelle en Nouvelle-Aquitaine, première région agricole de France? On assiste depuis 2 mois à un bouleversement notamment des circuits de distribution, à la hausse de prix de certains aliments, à un grand manque de main-d'œuvre pour certaines productions. Risque-t-on une pénurie d'ailleurs, notamment de fruits et légumes dans les mois qui viennent? Et faut-il aller vers un modèle plutôt d'autonomie alimentaire? Si oui, comment? Voilà ce dont nous allons parler avec nos invités, mes 3 invités aujourd'hui. On est chacun chez soi, voilà, on reste en mode confiné. Merci d'être parmi nous. Pascal Coste, bonsoir. Vous êtes président du Bonsoir. conseil départemental de la Corrèze. Vous êtes aussi agriculteur. Vous avez œuvré pas mal pendant quelques années au sein du syndicat agricole FNSEA. Merci donc d'être avec nous. Jean-Samuel Hénard, bonsoir. Vous êtes président de la Bonsoir. FDSEA de la Gironde et vous êtes aussi vigneron à Bourg-sur-Gironde. Merci d'être là. Et Benoît Jaunet, bonsoir. Vous êtes co-porte-parole de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres. Vous êtes, vous, installé en élevage et vous faites aussi un petit peu de céréales. Alors, première question, j'ai envie de vous demander comment va le moral des troupes. Pascal Coste, est-ce que la ferme France, est-ce que la ferme Nouvelle-Aquitaine même a tenu bon pendant cette crise? Est-ce qu'elle tient bon encore aujourd'hui? Je crois qu'on est fiers de faire partie de ces gens qui sont en première ligne, qui nourrissent les Néo-Aquitains et puis les Français. Je crois que bien sûr il y a les soignants et puis il faut aussi s'alimenter. Et je crois que cette crise permet de revenir à l'essentiel. Et on voit aussi que dans le budget des ménages, la part de l'alimentation est un peu plus grande et donc ça permet de revenir à des valeurs sûres. Les gens recuisinent et autres. Donc ça fait plaisir pour des paysans de voir ce changement de comportement et qu'on prend en compte ce beau métier de paysan. Alors, Jean-Samuel Hénard, est-ce que selon vous, les Français sont un peu réconciliés justement avec les agriculteurs? On parle un peu moins d'agribashing en ce moment, ce qui était le cas depuis des mois. Oui, aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Je vous Oui, entends ça va pas un petit bien. peu mieux. J'ai pas entendu. Vous le ressentez que ça va mieux, que vous êtes mieux considéré par les consommateurs? Par les consommateurs, oui, les choses vont un petit peu. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de production pour remplir leur réfrigérateur, qu'ils l'achètent dans quelques réseaux que ce soit. Par contre, il y a toujours ce fond de mécontentement où il y a un petit nombre euh, d'individus groupuscules qui persistent à vendre de la peur et à colporter des fake news. On l'a vu récemment quand certains ont essayé de nous expliquer dans le Médoc que les pulvérisateurs allaient disséminer le virus partout dans le vignoble. Benoît Jaunet, vous êtes installé dans les Deux-Sèvres. Comment se porte, vous, votre exploitation? Aujourd'hui, ça va très bien. Je fais une partie en vente directe et donc on vend. Je suis producteur de viande à côté. Donc les cours sont plutôt orientés à la baisse. Mais effectivement, si avant certains se plaignaient de l'agribashing, nous à la Confédération paysanne, nos agriculteurs en étaient un peu pas trop, ne subissaient pas tant que ça les conséquences parce qu'on a déjà fait un virage de l'agriculture et qu'aujourd'hui le virage pris par la majorité de nos adhérents et un certain nombre de paysans aujourd'hui fait que ça répond à une demande sociétale, quoi. Bien avant le Alors, Covid. on reviendra bien sûr sur cette demande peut-être d'un nouveau modèle agricole. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur l'un des problèmes rencontrés par beaucoup d'agriculteurs en France et notamment en Nouvelle-Aquitaine, la difficulté pour trouver de la main-d'œuvre. On va regarder un reportage chez un fraisiculteur de Notre-Dame de Sanilhac en Dordogne. C'est un reportage d'Elsa Arnoux et Bertrand Lasséguette. L'inquiétude se lit sur le visage de Reine. Fraisicultrice depuis 58 ans, elle n'a jamais connu un contexte aussi défavorable. À l'époque, on travaillait, on ramassait, puis on vendait, puis c'était tout. Et maintenant, on n'a même plus pour ramasser et on ne sait pas si on vendra. C'est surtout ça. Si elle travaille aujourd'hui, c'est pour soutenir son petit-fils Martin qui a repris l'exploitation familiale. Normalement, on a une main-d'œuvre étrangère
des Polonais qui font 2000 km pour venir ramasser les fraises. Aujourd'hui, ils sont confinés chez eux. Donc normalement, on est 8. Aujourd'hui, on se retrouve seulement à 3 pour ramasser la production. Son père vient aussi lui prêter main forte, car le temps presse. La récolte des fraises a déjà bien commencé. Si on la perd, ça va être un véritable tsunami. Là, on est... je ne sais pas ce qu'on deviendra. Voilà. Espérons que cette saloperie va s'en aller, c'est tout. La consommation des fraises, c'est l'autre inquiétude de la SOCAV, la coopérative agricole des fraises du Périgord. Les grandes surfaces, les points de vente jouent le jeu, ont référencé des fraises de chez nous, des fraises françaises en général. Par contre, si les gens n'en consomment pas, ils ne vont pas en recommander dans les 2 jours qui viennent et puis dans la semaine qui suit. Alors que nous, la cueillette, c'est tous les jours. Et donc on compte sur les Français pour se nourrir sainement et puis acheter des fraises. Consommer des fraises, un geste presque civique aujourd'hui. Benoît Jaunet, est-ce que vous savez quelles sont les productions qui ont été le plus impactées par ce manque de main-d'œuvre? Eh ben, c'est un bon exemple, la fraise, il y a eu l'asperge, il y a ces récoltes très saisonnières qui durent sur une très courte durée, qui ont pour l'instant été les plus impactées sur le manque de main-d'œuvre. Donc un certain nombre ont réussi a priori à se débrouiller par eux-mêmes et peut-être des coups de main pour faire face à l'urgence du ramassage. Alors, il y a des coups de main, effectivement. Il y a eu aussi une plateforme au niveau national qui a été mise en place. Finalement, ça n'a pas très bien fonctionné. La mise en relation entre des volontaires qui voulaient aller aider les agriculteurs et les professionnels. Est-ce qu'en Corrèze, par exemple, Pascal Coste, ça a fonctionné? Est-ce que vous avez senti la détresse des agriculteurs? Alors c'est vrai qu'il y a eu un souci de main-d'œuvre et ça va aller croissant avec cet été notamment tous les fruits et légumes qui sont des productions qui sont très demandeurs de main-d'œuvre. Mais c'est vrai que la mise en relation, ça part d'un sentiment assez généreux, mais c'est aussi un vrai métier. Ramasser des fraises, ça demande une dextérité, ça demande une forme de qualification, et c'est vrai que ça permet aussi à monsieur tout le monde qui a envie de se rendre compte que d'être paysan, c'est un véritable métier, ça demande de la technicité, ça demande de la présence, et c'est aussi pour certains un travail très physique. Et donc voilà, il faut arriver à retrouver les bons équilibres rapidement. Et plus largement, c'est la question de la main-d'œuvre française par rapport à la main-d'œuvre étrangère qui vient régulièrement sur nos territoires. Et que si demain on doit aller vers encore plus d'autonomie dans la production agricole, il faudra aussi qu'on soit beaucoup plus autonome sur la question de la main-d'œuvre, parce que sinon on peut arriver à d'autres soucis, comme en ce moment. Et on parlera évidemment des solutions envisagées, cette autonomie alimentaire qui est souhaitée par beaucoup d'entre nous, d'entre vous, mais par rapport à cette pénurie peut-être qu'on pourrait avoir de fruits et légumes, là on a évité cette pénurie pendant ces 2 mois, est-ce qu'elle est à craindre notamment pour cet été concernant les fruits et légumes? Jean-Samuel Hénard. Alors, pour les fruits et légumes, surtout au niveau des fruits, la France n'est pas autosuffisante en termes de quantité. Donc, de toute façon, il y a bien un moment où il faudra qu'il y ait des produits qui rentrent de l'étranger. C'est indiscutable. On importe aujourd'hui, je crois, la moitié de nos fruits et légumes que l'on consomme en France. Voilà, c'était l'ordre d'idée que j'avais en tête. Donc, selon vous, il y a un vrai risque de pénurie, Benoît Jaunet, effectivement, pour les mois qui viennent, surtout si la pandémie continue, et on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement d'ailleurs. Pour le nouveau confinement, on verra après. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les cultures pérennes, comme les arbres fruitiers, aujourd'hui, elles sont en production. C'est la récolte qu'il faudra trouver une solution pour dire. Mais autant de maraîchage, on peut avoir des problèmes de main d'œuvre pour planter, par exemple, pour pouvoir récolter cet été. Mais tout ce qui est culture pérenne, ça peut suffire, et ça peut fonctionner. Ce que nous on reproche, c'est que depuis longtemps, on soutient les filières françaises et on demanderait un droit d'entrée pour qu'on puisse redévelopper. Si aujourd'hui on apporte autant d'alimentation, c'est parce que pendant longtemps on n'a fait que détruire la production française. Aujourd'hui, à la Confédération paysanne, on réclame un prix d'entrée pour les produits à qualité équivalente. Et on le réclamait avant le Covid, d'autant plus aujourd'hui c'est d'actualité. Régulièrement, là aussi, s'il n'y avait pas la course au prix bas,
aujourd'hui, on pourrait aussi rémunérer nos habitants, les travailleurs locaux à leur juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, si on est coincé parce que les étrangers viennent pas travailler chez nous, c'est parce qu'on les a fait venir, parce qu'aujourd'hui leur main d'œuvre était soi-disant donc moins élevée, quoi, moins chère. Pascal Coste, une vraie problématique Oui, aussi qu'on enfin, a du mal à résoudre. oui, enfin, le coût de la main-d'œuvre, il est au même prix. On ne fait pas travailler des personnes en France en dehors des normes sociales françaises. Et c'est bien un des sujets. C'est qu'on a besoin d'une harmonisation européenne très très rapide. Avant d'aller chercher des produits sur les pays tiers, on est quand même en Europe et donc l'espace européen, il faudra bien faire avec. Et donc on arrête de se mêler des fils à la patte en France avec des normes toujours de plus en plus fortes. Et ensuite, il faudra que le consommateur soit un véritable consommateur. Pourquoi aujourd'hui on vend de la fraise? Pourquoi on a vendu des asperges à des prix corrects? C'est essentiellement parce qu'il n'y a pas la fraise espagnole. Et on voit bien que dès qu'on est en concurrence avec la fraise espagnole qui arrive avec pas les mêmes conditions de production et avec des niveaux de prix qui sont plus bas, eh bien même si l'acte d'achat veut aller vers le produit français, on voit le consommateur se rabattre sur son porte-monnaie d'abord. Et donc, il y a une dichotomie entre l'acte d'achat et la façon de penser. Et qu'est-ce qui restera derrière le Covid, derrière les circuits courts qui sont développés? C'est une des vraies questions que l'on aura à observer pour avoir un véritable nouveau modèle agricole. On y reviendra évidemment sur le comportement des consommateurs qui ont été quand même confrontés aussi à une hausse des prix, en tout cas des produits frais, des fruits et légumes. Tout de suite, je vous propose de regarder ce reportage de Jean Perrier et Laurent Durisquec en Corrèze. Ça s'est fait doucement, pas à pas, panier après panier, semaine après semaine, mais aujourd'hui c'est devenu plus visible, plus sensible. Les fruits et légumes coûtent plus cher. La logique, c'est on gère la pénurie ou c'est des effets d'aubaine. L'UFC Que Choisir a scruté à la loupe les produits, les marchés, les revendeurs. Elle a chiffré l'augmentation. Elle n'y a pas trouvé d'arnaque. Il y a des raisons objectives. Il ne faut pas dire systématiquement que les gens sont des malhonnêtes. Il n'y a pas une espèce de marché noir qui s'est installé. La grande distribution se ferait-elle du beurre sur les primeurs? Sans doute pas. Car il manque des marchandises étrangères, moins chères, alors que le coût du transport a lui augmenté. Les camions repartent à vide. Chez les producteurs, c'est la récolte qui se complique. Il y a des gens qui n'ont pas le personnel pour récolter. Donc il faut qu'ils trouvent 2 fois plus de monde, des gens efficaces, il faut les avoir, quoi. Une demande forte, on fait plus la cuisine, une offre un peu tendue, des marchés désorganisés, les prix montent, forcément. Ça part où? À Lille, au marché, aux mines, marché d'intérêt national de Lille. En Corrèze, il suit une cinquantaine de maraîchers, une quinzaine de faiseurs qui fournissent grossistes et centrales d'achat. Le reste, des structures familiales, circuits courts, vente directe. Alors nous, ça change au niveau des quantités vendues. On a moins de clients sur les marchés qu'habituellement. Par contre, on en a un peu plus qui viennent à la maison sur l'exploitation. Et sur le tarif, non? Sur les prix? Non, on n'a pas changé. Il va bien y avoir du puceron pas trop loin. Un petit peu. Quelques pucerons par-ci, quelques virus par-là. Si fruits et légumes sont plus chers, c'est que la filière cherche d'abord comment rester sur pied. Alors, visiblement, les prix ont effectivement augmenté, en tout cas pour les fruits et légumes, pour le consommateur. Benoît Jaunet, est-ce que les prix ont augmenté aussi pour vous, producteurs et éleveurs? Eh ben justement non. Là, je suis pas producteur de fraises, mais je sais pas si les prix aux producteurs ont augmenté de la même manière. C'est les intermédiaires. Ce qu'il y a de sûr aujourd'hui, c'est qu'en viande bovine, les cours de la viande ont baissé depuis 2 mois, alors qu'aux consommateurs, ça a légèrement augmenté et qu'il y a vraiment une commande de nouveaux produits et de grands volumes. Et nous, on le dénonce depuis plus d'1 mois, que ce n'est pas normal que les prix à la production baissent en même temps que le consommateur, lui, finit par payer plus cher. Donc là, il y a un réel souci. On a interpellé le ministre. Bon, bien, a priori, il y aura des rendez-vous de prix très prochainement. Donc là-dessus, c'est un bon point. Ce que je voulais rajouter, c'est que moins il y a d'intermédiaires, moins les prix ont bougé. C'est ça aussi que ça veut dire votre reportage. C'est que la hausse de prix, elle n'est pas pour la production. On a perdu la liaison avec Benoît Jaunet. On va essayer de le retrouver. Mais en attendant, peut-être on va écouter Pascal Coste aussi. Je voudrais que vous réagissiez sur ce que disait Benoît. La hausse des prix, donc que pour les consommateurs. Et, ouais.
Oui, je partage ce que disait Benoît à l'instant, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de la viande bovine, on est sur une augmentation de la demande dans les abattoirs et dans les produits transformés de 36%, notamment sur du steak haché, notamment sur des morceaux à griller, et dans le même temps, que ce soit sur le jeune bovin ou sur des vaches, eh bien, le prix a baissé de 10% aux producteurs. Donc à un moment, il faut aussi que la préférence nationale, le fait que ces produits-là soient référencés de manière plus forte dans la distribution, et bien que la valeur ajoutée, que la chaîne de valeur soit répartie correctement, parce qu'on a aussi des coûts qui sont supérieurs en temps de crise. Vous le disiez, Benoît aussi le disait, ça veut dire, on a vu que des circuits courts s'étaient mis en place justement pour qu'il y ait moins d'intermédiaires, pour que les prix aux producteurs et aux consommateurs restent peut-être assez identiques. Jean-Samuel Hénard, est-ce que c'est ce sur quoi vous vous positionnez aussi, vous vous battez en Gironde pour tous les agriculteurs, développer les circuits courts, qu'il y ait peut-être moins d'intermédiaires? Voilà, on pense aux GMS, aux grands magasins, aux grands supermarchés, qui se font toujours peut-être un peu trop de marge selon la plupart des syndicats agricoles. Oui, alors il y a deux éléments là-dedans. Effectivement, il y a un développement des circuits courts, hein, enfin les drives fermiers initiés par la Chambre d'agriculture dans l'agglomération bordelaise ont beaucoup développé leur activité. Ils ont augmenté par exemple de 2000 paniers par semaine, sauf que 2000 paniers de plus par semaine dans les drives fermiers, c'est quelque chose d'important. Mais si on ramène ça aux 100 000 familles qui vivent dans la ville de Bordeaux, c'est pas uniquement avec ces circuits très courts qu'on va arriver à nourrir la population. Et on après, va faire une toute, l'augmentation des prix. Oui, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse sur le secteur que vous connaissez bien, celui de la viticulture. Vous êtes vigneron, vous avez été confronté aussi bien sûr à ce problème d'écoulement. C'était pas forcément possible, en tout cas peut-être moins que pour d'autres productions, d'écouler votre marchandise en circuit court. Ah ben, si l'intégralité de la production viticole de Gironde doit être consommée par les Girondins, ça va être très compliqué, quoi, à mon avis. Et la vocation du vignoble girondin, comme de la viticulture française, c'est de l'exportation. C'est des produits que l'on doit partager avec l'ensemble des citoyens de la planète. Et la grosse difficulté qu'on a eue, c'est à partir du moment où ce virus s'est déclaré en Chine, le blocage du marché chinois, plus notre ami Donald Trump qui a mis des taxes de 25% sur les vins pour compenser ou se battre sur le désaccord qu'il a vis-à-vis des subventions distribuées par l'Europe à Airbus, on est victime de problèmes qui ne nous concernent pas. Alors, il n'empêche que peut-être que la viticulture fait office d'exception, mais Benoît Jollet, je voudrais vous faire réagir. Est-ce que la viticulture serait une exception et le reste, vous prenez vraiment une plus grande autonomie alimentaire, donc moins d'exportation et moins d'importation? On produise vraiment une agriculture nourricière sur nos territoires? Je pense pas que la viticulture fasse exception. Effectivement, que quand on a développé et spécialisé des territoires, spécialisé des producteurs et des territoires à des grands volumes, effectivement, les marchés internationaux aujourd'hui sont des portes de sortie. Mais avec toutes les limites que ça a, aujourd'hui le Covid nous rappelle toutes les limites de ces jeux d'importation et d'exportation. Donc je pense que pour un certain nombre de productions, effectivement, un peu de diversification et de maîtrise des volumes permettrait quand même de diminuer ces effets-là. Parce qu'à chaque fois qu'on dit on veut jouer à l'exportation, en même temps, il faut accepter le jeu de l'importation. Parce qu'autrement, on n'y arrive pas. Et effectivement, demain, le débat sur la souveraineté alimentaire, pour nous, c'est vraiment que les citoyens puissent se rapproprier ce qu'ils ont dans leurs assiettes et décider ce qu'ils ont. Ce qu'ils font depuis le début du Covid quand on leur donne les moyens, et y compris forcément économiques. Et ça, c'est très important. Par contre, les solutions pour la viticulture, demain, si elle est en crise, pour nous, sont assez similaires à l'ensemble des autres productions. Donc sans doute un peu de maîtrise de volume, un peu de diversification et d'accompagnement, là aussi, à changer les pratiques pour redorer le blason de cette production agricole. Pascal Coste, vous vouliez réagir?
Oui, parce que je pense qu'il faut pas opposer les modèles. Je pense qu'on a besoin de tout. Moi, je fais partie de ces exploitations diversifiées. Je crois que quand on peut avoir un peu d'élevage, un peu aussi de production végétale, un mélange harmonieux, c'est bien. D'abord sur le mode les modes de production en tant que tel, ça peut aider. Mais je pense qu'on a besoin de tout. On a besoin de pouvoir exporter de la filière viticole, des produits d'exception un petit peu dans le monde. On a besoin aussi d'importer quelques produits de temps en temps, et puis de faire une production en circuit court, en plus forte valeur ajoutée directe pour le producteur, parce que tout le monde ne peut pas se permettre ça, n'a pas forcément la facilité. Donc je pense que c'est important dans le moment qu'on puisse aussi travailler avec les mêmes normes tous, et qu'on ait aussi une harmonisation des modes de production sur l'ensemble des pays européens. Alors, je voudrais vous faire réagir. Le président Macron a admis le 12 mars dernier que déléguer notre agriculture était une folie, et pourtant, les traités se multiplient. Après le traité du Mercosur ou du CETA, l'Union européenne vient d'entériner le 28 avril dernier un accord commercial avec le Mexique pour que l'on puisse importer 20 000 tonnes de viande bovine mexicaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes éleveur, Benoît Jaunet? Je crois que tous les syndicats agricoles sont assez unanimes. Ouais. Alors, encore une fois, nous, on a l'impression qu'il y a une différence entre les actes et les mots, quoi. Ça fait longtemps qu'on prévient là-dessus. Effectivement, en pleine crise, on nous dit, et M. Macron, relocaliser. En même temps, la Commission européenne dit, on continue les accords de libre-échange. On demande depuis longtemps ce que l'agriculture fasse partie, mais ressorte de ces traités de libre-échange. Si demain on veut vraiment de la souveraineté alimentaire et pouvoir nourrir correctement la population, il faut arrêter que l'agriculture soit une monnaie d'échange. À chaque fois, à l'autre bout du monde, on fait d'autres productions par moment à moins cher et avec d'autres qualités et d'autres réglementations. Et là, effectivement, on s'accordera avec d'autres pour dire, mais arrêtons, si on veut demain pouvoir vivre dignement de notre métier. Et effectivement, de la viande contre des Airbus. Aujourd'hui, les Airbus, malheureusement, on a l'impression qu'ils valent beaucoup moins cher qu'ils ont valu. Alors, je crois que vous êtes tous plus ou moins d'accord pour une relocalisation quand même le plus possible de notre agriculture. En revanche, je crois que ce qui diffère entre vos deux syndicats agricoles, la FNSEA et la Confédération paysanne, c'est peut-être les modes de production. Le président Macron, encore une fois, a envoyé un signal peut-être en allant au mois d'avril en Bretagne dans des serres chauffées de tomates. Est-ce que c'est ça l'agriculture de demain, selon vous, Pascal Coste? Ben, ça fait aussi partie de l'agriculture, c'est-à-dire que moi je préfère des serres chauffées en Bretagne ou en Corrèze, comme c'est le cas à Lassac ou à Égletons, avec de l'investissement et des fonds locaux, avec du travail localement, plutôt que d'importer de serres chauffées d'autres pays avec des bilans carbone qui sont encore plus inefficaces. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le consommateur veut revenir en cuisine? Est-ce que le consommateur est consommé des produits beaucoup plus simples? Est-ce que le consommateur, il veut racheter des produits de saison et pas avoir des tomates toute l'année? Et ainsi de suite. Et je pense que l'éducation nationale doit travailler effectivement à apprendre à lire et à écrire, mais doit aussi enseigner les modes alimentaires et sa capacité à consommer aussi. Et donc, plus on relocalisera dans ses achats, eh bien, plus la demande locale et l'économie locale et le tissu local sera fort. Mais si nous, en Corrèze, producteurs de viande, on n'exporte pas un petit peu aussi notre production, eh bien, on aura besoin que de la moitié des produits des paysans que l'on a aujourd'hui aussi. Donc, il faut trouver... Benoît Jaunet, est-ce que effectivement l'avenir de nos façons de produire est entre les mains seules des consommateurs ? Alors, pas seuls les consommateurs, ils sont forcément orientés par la politique que l'on fait, mais je partage l'avis de M. Coste. Effectivement, ça part de ça. Ça veut dire qu'effectivement, si le consommateur veut continuer à manger de la tomate toute l'année, le débat sur la serre chauffée, il n'a pas lieu. Si naturellement le consommateur se dit la tomate de saison est locale et pas chère, et qu'elle sera produite de d'autres manières et sans le gaz russe ou le pétrole d'Arabie Saoudite, eh ben effectivement, ces projets-là s'arrêteront d'eux-mêmes. S'il y a une demande, faut pouvoir y répondre. Donc on est bien sur cette notion de rééquilibrage. Et là, le politique doit prendre quand même ses engagements à l'accompagnement. Aujourd'hui, globalement, on a entendu la société qui veut fonctionner autrement, qui se rend compte qu'elle doit travailler autrement. Et donc, le rôle politique, c'est d'accompagner ces choses-là en y mettant, d'avoir une ligne directrice
quel est l'objectif aujourd'hui de la politique, quoi. Et donc là, chacun doit reprendre sa place. Jean-Samuel Hénard, un petit mot de conclusion. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir selon vous de cette crise sanitaire? En 20 secondes. Cette crise sanitaire amène effectivement à se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que l'on veut réellement dans nos assiettes et que la société française s'en donne les moyens. Et quand je dis s'en donne les moyens, c'est d'arrêter de mettre des règles en France et d'importer, de signer des accords d'importation en parallèle avec des produits qui ne respectent pas les normes que l'on sait nous. Parce que ce faisant, on détruit le tissu agricole français. Et demain, on sera encore plus dépendant des importations. Merci beaucoup à tous les trois. Pour prolonger les réflexions, je vous signale que du 18 au 20 mai, il y a la semaine de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine sur AgriWeb TV avec des conférences, des débats. N'hésitez pas à vous connecter. Merci à tous. Belle fin de journée et merci à tous ceux qui ont permis que l'émission puisse se faire. Bonne fin de journée.